l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Nouvelle édition sur Africable Télévision. Bienvenue, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Une famille déchirée par la guerre, c'est déjà trop. Tel est le thème de la célébration ce jeudi de la Journée mondiale des réfugiés. Dans ce journal, nous irons au Sénégal pour voir comment l'on a célébré cette journée là-bas. Au moins 3 morts et des dégâts matériels évalués à 500 millions d'euros sur le bilan des inondations qui ont touché le sud-est de la France. 36 heures après, de nombreuses habitations sont encore sous les eaux. Sport, football, Coupe du Monde de moins de 20 ans en Turquie débute ce vendredi. Le Mali, l'un des représentants africains à cette compétition, s'est dit prêt pour son premier match contre le Paraguay. Le point avec nos envoyés spéciaux en Turquie, Yacouba Dansoko et Al-Khalifa Touré à la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. Au Sénégal, la Commission nationale des réformes des institutions a tenu un point de presse pour la première fois depuis sa mise en place. Il s'agit pour la CNRI d'informer l'opinion sur le but et les attributions de la Commission. Le point le point de presse a donc été animé par Amadou Maktarmbo, ancien directeur général de l'UNESCO. Faisons ce point avec nos correspondants sur place à Dakar. Conformément à la volonté du président de la République Macky Sall de créer une commission nationale chargée de la réforme des institutions, la CNRI est enfin installée. Cette commission a pour objectif d'organiser une large concertation nationale sur les réformes à mettre en œuvre à court, moyen et long terme pour doter le pays d'une armature institutionnelle moderne. Selon le président de la République, les propositions que la concertation aurait à lui soumettre devraient notamment prendre en charge les problématiques suivantes. La consolidation de l'état de droit, l'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, le renforcement de l'indépendance de la justice, l'approfondissement de la démocratie représentative et participative, le renforcement de la protection des libertés publiques, le renforcement de la décentralisation et de la déconcentration, la territorialisation des politiques publiques, la protection des valeurs positives de notre société, la promotion de la bonne gouvernance, de la transparence et de l'éthique dans la gestion des affaires publiques, ainsi que la culture de l'imputabilité. Et enfin, la stabilité institutionnelle. Ainsi, la commission se doit d'être inclusive, participative et ouverte à tous les segments de la société. Selon le président de la Commission nationale de réforme des institutions, il s'agit là d'une tâche essentielle qui répond aux attentes des populations, telles que ces attentes ont été formulées notamment à la suite des mouvements sociaux de l'année 2011 et les résultats des scrutins présidentiels et législatifs de l'année 2012. La concertation serait inclusive, participative et ouverte à tous les segments de notre société. Elle doit donc émaner de la pensée, des idées et des choix de l'ensemble de la collectivité nationale, d'où la nécessité pour la première fois dans l'histoire du Sénégal d'une vaste concertation. La Commission nationale de réforme des institutions s'est donc donné un délai de 6 mois pour mener à bien ses travaux et remettre ses conclusions. Je vous l'annonçais dans les titres, une famille déchirée par la guerre, c'est déjà trop. Tel est le thème de la célébration ce jeudi de la Journée mondiale des réfugiés édition 2013. Le Sénégal, à l'instar d'autres pays du monde, a célébré ce 20 juin dans le cadre d'une cérémonie organisée par le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Mamadou Ndiaye Pendambay avec notre bureau à Dakar. En ce 20 juin 2013, les signaux qui renseignent sur l'évolution de la situation des réfugiés sont loin d'être au vert. La multiplicité des foyers de tension un peu partout à travers le monde engendre entre autres conséquences un accroissement considérable des populations déplacées. Les statistiques en disent long. En fin 2012, l'on estime à plus de 45 millions le nombre de personnes actuellement victimes de déplacements forcés du fait de la violence contre 42,5 millions en fin 2011. Ce chiffre comprend 15,4 millions de réfugiés
937 000 demandeurs d'asile et 28,8 millions de personnes forcées de fuir à l'intérieur des frontières de leur propre pays, c'est-à-dire les déplacés internes. Face à cette situation, l'État et les populations locales ont un devoir de solidarité envers les réfugiés qui, parce que souvent en détresse, méritent l'assistance de la communauté. Les réfugiés présents au Sénégal ont ainsi saisi l'occasion de cette journée du reste de sensibilisation pour porter leurs doléances à l'endroit des autorités. Nous demandons aux autorités du Sénégal de redoubler les efforts pour l'obtention des cartes d'identité des réfugiés et les TVC, titre de voyage de la Convention. Nous demandons aux autorités du Sénégal de redoubler également la sécurité pour les réfugiés et les demandeurs d'asile sur le territoire sénégalais. En organisant cette journée ici à Dakar, le HCR veut sensibiliser davantage l'opinion internationale à la cause des réfugiés et inviter par là les pays à instaurer la paix et la réconciliation entre les peuples. Allons à présent à la découverte de cet exilé congolais qui a fui son pays pour ses convictions. Il fait le tour des salles de spectacle d'Europe pour véhiculer son message. Regardons. J'ai pris ma caméra. 15 ans qu'il raconte son histoire sur les planches. Celle d'un Congolais et de sa famille contraints de fuir leur pays et la guerre. Et à travers le récit de son parcours de réfugié politique, Pichi Banda porte la parole de tous les autres demandeurs d'asile. Ils ne s'en sont pas aussi bien sortis que lui. On va avoir la colonisation des gens du Kasaï. Je parle au nom de ceux qui n'ont pas la chance, au nom de ceux qui n'ont pas le courage ou la forte personnalité pour pouvoir affronter les difficultés. Moi, j'affronte les difficultés, mais j'avais des outils. Mais tout le monde n'a pas d'outils. Pensez un peu à tous les gens qui viennent ici et qui ne savent même pas parler la langue. Ils doivent commencer par apprendre la langue. Ceux-là, c'est encore dur pour eux. S'ils n'ont pas étudié, c'est encore dur pour eux. La douleur de l'exil, les difficultés de son installation en Belgique, les différences culturelles avec ses nouveaux voisins. Pichi Banda n'omet jamais de rire de son expérience. Dans ces conditions-là. Est-ce que vous avez déjà vu 4 blancs dans un ascenseur? Vous avez peur de qui? Il y en a qui se reconnaissent. Pichi Banda ne projette pas de rentrer au Congo, même si certaines petites choses de son pays d'origine restent irremplaçables. Une autre chose qui nous manque, c'est la chaleur humaine. Partout où tu passes, les gens sont là, à l'extérieur, en dessous d'un arbre, on parle, on cause, on se rend visite les uns les autres sans avoir prévenu. On était content de se voir. Tout ça, ça manque quand même. Mais on s'est dit, même si ça manque, nous pouvons peut-être rapporter cette chaleur-là en Europe aussi. Pichi Banda ne se sent plus réfugié dans la Belgique qu'il a accueilli. La clé de son intégration, le travail et l'autonomie financière qu'il permet. Toute autre chose à présent, l'actualité au Mali avec ce point de presse tenu cet après-midi à Bamako par l'émissaire de l'État malien dans les négociations entre le gouvernement et les groupes armés Touareg du Nord. Des négociations qui ont abouti le 18 juin dernier à la signature d'un accord. Thiembile Dramé revient ici sur les grands axes de cet accord. Je vous propose de l'écouter au micro de nos reporters Mahmoud Kabadiakite et Cheikh Tidiane Koulibaly. Je parlais d'un consensus international, d'un consensus intermalien, dont les principaux axes sont l'intégrité du territoire national, l'unité nationale, la forme républicaine et laïque de l'État, l'acceptation du principe de désarmement de ces groupes armés. Vous savez que c'est la résolution 2100 des Nations Unies qui a exigé que les groupes armés du nord du Mali déposent les armes. Chacun sait que c'est une résolution votée sous l'empire du chapitre 7 de la charte de l'ONU et qui par conséquent avait une valeur contraignante pour tous. Le retour des forces de défense et de sécurité du Mali dès la signature de l'accord dans la région de Kidal. Le redéploiement de l'administration et des services techniques au nord du Mali. Toujours au Mali, mais dans le cadre de la présidentielle du 28 juillet prochain, la Convention
pour le développement du Mali, la CODEM, consolide sa position en vue donc de cette présidentielle. Elle vient de bénéficier du soutien des poids lourds de l'échiquier politique malien. Sékou Diakité de l'ADEMA PAJ et d'Abdoulaye Nene Koulibaly du PDS. Fort de ce soutien, les candidats des partis unis pour la République Hussein Amion Guindo se dit bien armé pour conquérir le pouvoir le 28 juillet prochain. Voyons tout cela dans ce reportage de Daouda Kamate, Cheikh Tidiane Koulibaly. À moins d'un mois et demi de la présidentielle au Mali, le candidat de la KENU, Ousseini Amion Guindo, enregistre des adhésions de taille. Ainsi, ce sont les vice-présidents des partis de l'ADEMA PAJ et du PDS, en l'occurrence Sékou Diakité et Abdoulaye Nene Koulibaly, qui apportent leur soutien à la CODEM pour l'élection présidentielle. Si pour le second, le dernier mot lui reviendra plus tard, pour le premier, c'est avec conviction et engagement qu'il prend la décision d'adhérer entièrement et pleinement au parti de la convergence pour le développement du Mali. Ce jour consacre mon adhésion au parti CODEM avec conviction, engagement et ferveur. Désormais, moi, Sékou Diakité, fais partie intégrante du peuple CODEM. En ayant ces deux soutiens, l'un des moindres pour qui connaît leur engagement dans le paysage politique malien, le candidat se dit réconforté et plus que jamais déterminé à briguer la magistrature suprême le 28 juillet prochain. Depuis 5 ans, depuis la création de ce parti, nous sommes fixés comme objectif la conquête et l'exercice du pouvoir. Et à chaque fois qu'un cadre indépendant d'un parti, élu ou non, nous apporte son soutien, ce n'est que sincèrement avec grande satisfaction, mais surtout avec une grande humilité qu'on reçoit en fait ces soutiens. Et aujourd'hui, plus que jamais, ça nous convainc comme quoi le projet peut porter, que le projet est porteur. En témoignant leur esprit d'ouverture, les partis unis pour la République pure à travers la voix de leur candidat a nommé Sékou Diakité comme directeur de campagne d'Ousseini Amion Guindo, soulignant que le candidat de la KENU a reçu des mains du leader religieux Chérif El Madani Aïdara le drapeau malien, comme pour dire que tout candidat devra défendre uniquement les valeurs incarnées par ces trois couleurs, symbole d'un Mali un et indivisible. Autre soutien de taille pour cette présidentielle, le Parti pour le développement économique et social, le PDS, apporte son soutien à Soumaïla Cissé. Le candidat de l'URD, l'annonce a été faite hier au cours d'un point de presse tenu à Bamako. Aminata Mariko Moussabari pour le compte-rendu. Les responsables du Parti pour le développement économique et la solidarité, PEDS, ont décidé de conclure une alliance politique et électorale avec le candidat de l'URD, Soumaïla Cissé, dès le premier tour de la présidentielle. Une décision prise par une majorité écrasante du comité directeur national, 48 voix pour, 4 contre et 3 abstentions. Le comité directeur national, tenu le 28 mai 2013 à Bamako, à l'effet de participer pleinement au scrutin présidentiel annoncé pour le 28 juillet 2013, a décidé de conclure une alliance politique et électorale avec le candidat Soumaïla Cissé de l'URD au premier tour de l'élection présidentielle de 2013. Le programme compatible avec son projet de société et dont le profil lui semble convenir le mieux aux contingences qui sont celles du Mali actuel. Les responsables du parti allié estiment que le projet de société du candidat de l'URD est compatible à leurs idéaux. Dans la déclaration linéaire, les signataires ont convenu des accords suivants. Pour le développement économique et la solidarité PDS et le parti Union pour la République et la démocratie URD ont convenu d'un accord basé sur les principes et valeurs ci-après. Leur attachement à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale du Mali, aux principes et valeurs républicaines, à la laïcité de l'État, au respect des libertés publiques et individuelles, telles que garanties par la Constitution du 25 février 1992. Au nom du comité directeur national du PDS, j'exhorte les responsables à tous les niveaux qu'ils se trouvent et les militants et sympathisants du PDS de tous bords, de toute localité et de tout horizon pour traduire en réalité la dynamique du comité directeur national du PDS autour de cette alliance politique et électorale. Au dire des conférenciers, ce document sera très prochainement paraphé par les partis engagés. Toujours au Mali, le groupe de réflexion Diokoni Maya et le centre d'études stratégiques Séné
ont animé une conférence débat ce matin sur un plan de sortie durable de la crise sociale et sécuritaire du Mali, parrainé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La rencontre a réuni plusieurs membres de la société civile et des institutions. Faisons le point avec Kaba Mahmoud Diakité et Cheikh Tidiane Koulibaly. Proposer un plan de sortie durable de la crise sociale, globale et sécuritaire qui traverse le Mali, c'était le but de cette conférence débat organisée par le groupe de réflexion stratégique de communication et de facilitation sur Djoko et Maya et le centre d'études stratégiques Séné. À travers cette rencontre, les initiateurs entendent faire de cette crise une opportunité pour faire émerger le Mali. Les résultats que nous vous présentons aujourd'hui portent sur un plan de sortie durable de la crise sociale globale et sécuritaire axé sur une nouvelle norme de gouvernance. Je salue ici l'initiative de Djoko Nemaya, du centre Séné et leur approche de la co-entreprise dont les analystes ont réfléchi à un système alternatif de l'évolution actuelle de nos sociétés et de nos économies. Une crise engendrée par la mauvaise gestion selon Abdoulaye Niang, qui peut aujourd'hui être combattue à travers la stratégie proposée par le groupe basée sur la création de richesses nationales. Nous avons proposé une modélisation de la globalisation du co-entrepreneuriat à travers le tabouret à 3 pieds et à 3 places. Et de là, on a sorti un plan de sécurité, un plan de sortie durable de la crise sociale et globale et sécuritaire. On n'exclut personne. On va produire de la richesse, 40% pour les étrangers, 45% pour nous-mêmes, 15% pour les autres frères africains. Il n'y a pas mieux comme vision de prospérité partagée en cette période de crise. Le groupe de réflexion Djoko Nemaya, qui a vu le jour suite à la crise malienne, a mené plusieurs activités depuis sa création dans le but d'amener une prospérité partagée aux Maliens dans la stabilité, la paix et la sécurité. À l'international, au moins 3 morts et des dégâts matériels évalués à 500 millions d'euros. Tel est le bilan des inondations dévastatrices qui ont touché le sud-est de la France. 36 heures après, de nombreuses habitations sont encore sous les eaux. 36 heures après les crues, des villages entiers sont complètement défigurés. Les lotissements sont noyés sous des eaux boueuses, aucune parcelle n'a échappé à l'inondation. 300 000 hectares de terre sont submergés, définitivement dévastés. Les dégâts agricoles sont déjà estimés à 500 millions d'euros. Ici, cette route reste accessible, mais plus loin, d'autres ont été engloutis, littéralement rongés par le courant. On n'a jamais vu ça. Il n'y a pas de... En espérant que les pouvoirs publics s'occupent de nous. Dans le village de Saint-Béat, la Garonne s'est transformée en tsunami. Un raz-de-marée a tout envahi, tout souillé, tout détruit. Dans le centre médical du village, il ne reste rien. 2 mètres d'eau, tout fait chu. Pouf. Sur c'est pas possible. Ça a tout emporté là. La dame, elle a tiré, elle avait soulevé tout pour le radiateur, mais oui, c'est monté 2 fois plus haut. Hier, les habitants de la région pyrénéenne étaient encore sous le choc de ces crues exceptionnelles, mais aujourd'hui, ils dénoncent l'inefficacité du système d'alerte. De toute façon, tout venait d'Espagne. Et la moindre des choses, c'était quand même d'avertir les gens qui sont en dessous. Le maire botte en touche. Le plan communal de sauvegarde a été mis en place. Voilà, il y a une culture malgré tout du risque dans ce village. Quant au sanctuaire de Lourdes, leur réouverture pour la haute saison semble compromise. C'est ce qu'ont déclaré ce matin les autorités de ce haut lieu de pèlerinage catholique. En été, 40 000 visiteurs se pressent habituellement devant la source miraculeuse. Le village est dévasté et les lieux de prière et de recueillement n'ont pas été davantage protégés de la fureur des éléments. Quand on connaît cette basilique en fonction avec tous ces gens qui chantent et tout ça, vraiment ça crève le cœur de voir cette basilique comme ça inondée. La décrue n'est pas encore amorcée partout et des pluies nouvelles sont annoncées. Sport, football, la Coupe du Monde des moins de 20 ans débute ce vendredi en Turquie avec la rencontre France-Ghana. Le Mali, un des représentants africains à cette compétition, s'est dit également prêt pour son premier match samedi contre le Paraguay. Envoyé spécial en Turquie, Yacouba Dansoko, Al-Khalifa Touré.
Du 21 juin au 13 juillet 2013, la Turquie abritera la phase finale de la 19e Coupe du Monde des moins de 20 ans. 4 pays, l'Égypte, le Ghana, le Mali et le Nigeria, défendront les couleurs africaines. Après 10 jours de préparation à Antalya en Turquie, les Aiglons du Mali ont rallié Gaziantep où ils compétiront dans la poule D en compagnie du Mexique, du Paraguay et de la Grèce. Côté malien, l'ambiance est totale dans le groupe avant le premier match contre le Paraguay ce samedi. L'esprit du groupe, vraiment, ça se passe très bien. Parce qu'on a un seul objectif ici pour gagner. Inch'Allah, nous on va faire tout nos possible pour gagner le premier match. Parce que si on a gagné le premier match, ça nous donne de confiance pour gagner les restes de nos matchs. Cette année, avec la volonté de ces jeunes-là, le courage et la concentration de ces jeunes, le Mali va dépasser ce cap-là. Les Aiglons 2013 veulent marcher sur les traces de ceux de 1999, menés par un certain Seydou Keïta et classé 3e. Le sélectionneur malien croit à un succès ce samedi, même quand l'adversaire s'appelle le Paraguay. Je vous dis, sérieusement, il y a plus de petites équipes dans le monde. Paraguay, je respecte, mais le Mali a toujours son mot à dire dans la catégorie des jeunes. J'ai confiance en mes jeunes. Après la rencontre technique avec les officiels de la FIFA, le Mali a décidé d'effectuer tous ses entraînements à 21h, heure de match des Aiglons. Et pour le moment, tout se passe très bien. Mali-Paraguay, c'est ce samedi à partir de 21h, heure locale, 18h, temps universel. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant... L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur